Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous serons en compagnie de Patrice Tarrant pour parler des ovnis. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Patrice Tarrant, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Bonjour plutôt. Alors, vous avez un blog, nous en reparlerons tout à l'heure. Depuis quand vous intéressez-vous aux ovnis et avez-vous eu des expériences personnelles ? Bon, en fait, ça a commencé à l'âge de 21 ans à peu près. Hein. En fait, ce qui m'a motivé, c'est... j'ai connu Guy Tarade. En fait, je le connaissais depuis l'âge de 6 ans, parce que je montais dans son bus, il était chauffeur de bus à l'époque. Et c'est vers 21 ans que je l'ai connu réellement. Et puis j'allais souvent chez lui, puis il m'expliquait pas mal de choses intéressantes. Bon, il faut savoir que Guy Tarade, c'est un écrivain conférencier qui a fait beaucoup de livres chez Lafon, tout ça, et qui a écrit notamment les soucoupes volantes, sur les soucoupes volantes, etc. Bon. Et après, ce qui m'a déclenché, c'est une conférence de Jean Miguer, enfin plutôt un livre que j'avais acheté, qui s'appelait « J'ai été le cobaye des extraterrestres ». Et là, vraiment, ça m'a fait un choc parce que le message qui était contenu dans ce livre parlait d'un contact massif qui devait avoir lieu vers la fin du siècle. Et après, au fur et à mesure, après je suis allé à ces conférences et j'ai appris pas mal de choses. Et après, bon, moi j'ai eu un premier contact en 1982, donc c'était à Nice Nord, au Temple de l'Amour. C'est un lieu où il y a 12 piliers, enfin, on appelle ça le Temple de l'Amour. Et j'étais en fait appuyé sur une voiture. Moi, j'allais voir des amis et bon, ils n'étaient pas là et je me trouvais seul. Et bon, je me suis appuyé sur une voiture et je pensais à rien de spécial. Et là, j'ai reçu comme un faisceau intérieur qui m'a traversé on parle des chakras, hein, on a 7 chakras, on dit. Donc ça s'est branché sur le chakra du haut. Et de là, je me suis senti en communication avec tout l'univers. Enfin, c'est comme si je faisais un avec le tout. Et une paix intérieure, vraiment, donc ça m'a marqué à vie, ça. C'est un peu ce que nous racontent les expérienceurs de NDE. Ah voilà, mais j'ai vécu ça en fait. Voilà, tout en étant conscient. Mais par contre, je n'ai pas vu de soucoupe à ce moment-là, ni... il n'y avait pas de vision extérieure, c'est plutôt intérieur. Hein, le branchement était intérieur. Bon, pour répondre à la question, mon ouverture de conscience s'est passée vers l'âge de 21 ans. J'ai rencontré Jean Miguer, après on est devenus amis, tout ça. Après j'ai rencontré d'autres contactés, dont Jean-Michel Raoult, Serge Nazar. Oui, qui passait chez nous, oui. Voilà, Notre micro. Serge Nazar. J'ai connu d'autres aussi comme Pierre Monet, voilà, je ne les ai pas tous en tête là. Il y avait Orena aussi de Marseille. Et puis de là, donc j'ai pris conscience que, enfin d'après ce qu'ils disaient, les contacts qu'ils avaient eu eux, c'est ils parlaient de l'existence d'une organisation interplanétaire qu'on appelle la Confédération intergalactique, donc qui veille sur les planètes pour maintenir l'équilibre dans l'univers. C'est un peu comme on pourrait parler peut-être de l'ONU sur Terre. Donc c'est une organisation qui veille sans cesse sur l'humanité. D'ailleurs, c'est pour ça que la troisième guerre mondiale nucléaire ne se déclenche pas, parce que ce que disait Jean Miguer, c'est que les armes nucléaires ne sont plus sous le contrôle des militaires terriens. Donc c'est finalement grâce à eux que la guerre nucléaire ne se déclenche pas. Par contre, il n'empêche pas tout aussi la Confédération. Il peut y avoir éventuellement une guerre avec des armes conventionnelles, mais pas nucléaires, parce que ça pourrait remettre en question l'équilibre entre les autres planètes, parce qu'il faut savoir qu'une planète qui a explosé déjà, qu'on appelle Malona ou Tir Lucifera, Maldek, où il y a eu quand même 7 milliards de morts, et la ceinture d'astéroïdes que l'on voit entre Mars et Jupiter, ce sont les débris de la planète. Alors comme ils n'ont pas envie que ça se reproduise, c'est pour ça qu'ils veillent au grain, quoi. Alors il n'y a pas que la Confédération, il y a aussi les intraterrestres de l'Agartha, qui veillent aussi sous terre jour et nuit.
Mais alors justement, nous avons reçu ici, je la cite toujours tout le temps, mais bon, je me sens un petit peu obligé, parce que c'est vrai qu'en France, on était très bien représentés. Jacqueline Bousquet, pour ne pas la citer. Ah oui. Jacqueline Bousquet nous disait que le nucléaire était très dangereux parce qu'on changeait les codes. On avait tous des codes dans tout ce qui vit et avec des codes bien précis et le nucléaire changeait justement ces codes. Donc on peut comprendre que finalement les extraterrestres aient peur, puisque si ça change les codes, ça change les codes aussi bien sur Terre que dans l'univers. Bah oui, c'est-à-dire que c'est comme si vous détruisez la base de la vie. Hein. Oui, c'est ça. En plus, ce qui se passe, c'est que vous avez vu ce qui s'est passé à Tchernobyl. Moi, j'ai revu les émissions, c'est effroyable. Hein. Il y en a pour 23 000 ans encore de contamination, d'après ce qu'ils disent, les spécialistes. Et en plus, il y a eu Fukushima. Alors bon, on pourrait dire, mais alors les extraterrestres, comment ça se fait qu'ils n'ont pas empêché ça? Mais en fait, des fois, ils laissent faire pour que les terriens se rendent compte un peu de la folie du nucléaire. Et mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont intervenu quand même pour limiter les dégâts. Bon, parce qu'à Fukushima, il y a des vidéos où on voit des sortes de cigares au-dessus de la centrale pour absorber la radioactivité. Et d'après ce que disait Serge Nazar, d'ailleurs, il faut savoir que Serge Nazar a travaillé dans la centrale de Tricastin. Et en fait, lui qui n'aimait pas le nucléaire, il a travaillé à l'intérieur. En fait, il avait demandé à ses instructeurs, mais comment ça se fait que j'ai été guidé là? Et en fait, justement, c'était pour les extraterrestres, pour les aider à comprendre, comment dire, le fait qu'ils travaillent dans cette centrale, ça a aidé les galactiques à intervenir. Pour la maîtrise, ouais. Alors, il disait que toutes les centrales nucléaires sont sous le contrôle aussi des extraterrestres, parce que sinon, elles exploseraient toutes. Voilà ce qu'il m'avait dit, Serge Nazar. Alors, à votre avis, selon les personnes que vous connaissez et vous-même, je suppose que vous devez en parler entre vous, est-ce que les gouvernements sont au courant de tous ces dangers, en tout cas? Ah ben oui, ils sont parfaitement au courant, mais il y a des lobbies, il y a des histoires de... Oui, c'est très compliqué l'histoire. Hein. C'est vrai que des fois, il faut se mettre à leur place. Mais alors, après, ce qu'on m'a expliqué, c'est que les gouvernements seraient sous la coupe de basse hiérarchie reptilienne ou gris, qu'on appelle. Donc, apparemment, ils préfèrent le nucléaire que les énergies solaires. Mais on en parle souvent, justement, mais est-ce qu'on a vraiment des preuves? La plupart des auditeurs nous disent, oui, mais vous parlez de tout ça, mais on n'a pas spécialement des preuves. Voilà. Ou alors, apportez-nous les preuves. Est-ce qu'on a des éléments de preuve? Souvent, on dit, il faut d'abord les épreuves avant la preuve. Oui, mais ça fait un moment que ça dure aussi. Hein. Bon, c'est vrai que moi, je vous parle de la Confédération, mais je n'ai aucune preuve à vous fournir. Seulement, moi, j'ai fait un peu une enquête comme une enquête de police, parce que vous savez que pour retrouver un coupable, c'est par recoupement des informations. Et la plupart des contactés en parlent, alors qu'ils se connaissent même pas entre eux. Donc forcément, il doit exister cette confédération. Et puis, comment ça se fait que cette guerre nucléaire se déclenche pas? Il faut se poser la question. Ça, voilà, la preuve, elle est là, par exemple. Bon, après, maintenant, si vous voulez la preuve, vous attendez encore 3 ans, à peu près. Bon, parce qu'en fait, il faut que je vous parle d'une chose. C'est que là aussi, j'ai fait une enquête sur la date limite de 2019, parce que il y a plusieurs recoupements là-dessus. Notamment une vidéo de Jean-Michel Raoux qui s'appelle Contact avec Lagartha, et vous verrez que vers la fin de la vidéo, il parle de ce fameux 28 juillet 2019, parce que c'est une date spéciale. Ils ont fait des recherches sérieuses, parce que bon, Jean-Michel Raoux, c'est quand même un scientifique. On l'a reçu ici à la radio, oui. Qui est quand même contacté, et il a une base scientifique, donc c'est pas quelqu'un qui plane. Hein. Et en fait, cette date, elle est un peu particulière, parce qu'il faut savoir que Jean Miguel, qui était mon ami, j'ai dîné avec lui une semaine avant qu'il se fasse assassiner, et il est mort le 28 juillet, donc à la Croix-Rousse à Lyon. Et donc ce 28 juillet, pour moi, c'était un peu quelque part un repère. Et quand je vois que Jean-Michel Raoux nous parle aussi du 28 juillet 2019, parce qu'en fait, il explique cette histoire du 21-12-2012. Oui. En fait, il explique que c'est un compte à rebours. C'est à partir de cette date que la prise de contact avec l'humanité va se faire. Alors, donc lui, il pense que cette durée elle est de 7 ans, donc 2019, et c'est confirmé par le grand médium Chico Xavier. Enfin, vous verrez, il y a des vidéos sur YouTube où il parle de la date limite de 2019. Oui. Parce que, d'après les contacts qu'a reçus Chico Xavier, il est en contact avec des hiérarchies pacifiques, donc bienveillantes pour l'humanité, donc ça doit être la Confédération. Et il avait dit que depuis juillet 1969, quand l'homme a marché sur la Lune, donc ces hiérarchies qui veillent sur la Terre ont donné un délai de 50 années. Donc
1969-2019. Et il faut absolument qu'on arrive à passer ce cap. Et à partir de là, de 2019, les contacts seront autorisés. Donc ceux qui attendent des preuves, eh bien, ils ont qu'à attendre encore un petit peu. Et moi, je pense que ça paraît fiable, cette information. Donc je la donne, donc enregistrez-la bien, hein, 28 juillet 2019, qui est aussi la date de l'assassinat de Jean Miguer. Et c'est pas un hasard. Et il faut voir que Nostradamus a parlé du 7e mois. Il avait dit dans une centurie, le 7e mois descendra le grand roi des frayeurs. Voilà. Et donc je fais un parallèle aussi avec le pape François, parce qu'il faut savoir qu'il y a une prophétie de Saint Malachie où on parle des 111 papes, et le pape François est donc le dernier. Normalement, on l'appelle la tête noire, Caput Negrum. On dit que c'est le dernier pape de l'Église catholique, et que c'est à ce moment-là que pendant son règne aura lieu la révélation avec les extraterrestres. Et en plus, il a révélé en 2014 sur RTL qu'il ne fera très peu d'années de son pontificat, donc il parlait de 3 à 5 ans, donc vous voyez, ça tourne autour de 2019, donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui se recoupent. Et en plus, dans le livre de Jean Miguer, le 3e livre d'ailleurs, moi je l'ai, il me l'a dédicacé, donc c'était écrit en 87, et il dit qu'à un moment donné, quand il y aura ce pape noir, c'est à ce moment-là que sonnera le dernier combat des titans entre la confédération interstellaire qui représente les forces du bien et les forces négatives, opposées. Voilà, donc ça correspond bien. Vous voyez. Est-ce que vous pouvez nous parler de Jean Miguer? Qui était-il? Est-ce que vous pouvez nous décrire le personnage? Jean Miguer était un ambulancier en 1969. Alors, c'était quelqu'un de très terrien, qui ne croyait à rien de tout ça. Et il était ambulancier à Perpignan, et il y a eu une dame qui lui a demandé il y a son mari qui était en train de mourir, et on devait rapatrier cette personne vers Louviers, donc en Bretagne. Et donc il a pris son ambulance, il a amené la dame et la personne dans la voiture qui est décédée en route d'ailleurs. Et il y avait son frère, donc c'était le 11 août 1969. Donc sur l'autoroute, il était vers 4h du matin. Bon, j'abroge un peu parce que c'est un peu long à expliquer tout en détail. Donc c'était la nationale 13 bis entre Paris et Rouen. Et à ce moment-là, il a commencé à recevoir un message à l'intérieur de son cerveau en lui disant qu'il ne souffrira pas, que tout cela ne sera fictif et qu'il sera régénéré. Et à ce moment-là, il a commencé le ciel était très, très dégagé, donc il était vers 4h du matin environ. Et il a vu une sorte de nuage très brillant qu'il a pris pour un nuage au départ. Et à ce moment-là, il a vu que les aiguilles du tableau de bord ont commencé à devenir un peu folles. Vous savez, la jauge des champs, tout ça. Et ce point lumineux s'est rapproché de la voiture. Et une autre voiture a surgi en face, qui était une autre DS, parce que l'ambulance était une DS aussi à l'époque. Et donc la voiture se dirigeait vers lui. C'était une route à 3 voies. Et à chaque fois qu'il essayait de l'éviter, c'était impossible. Donc il y a eu un choc frontal. Le rapport gendarmerie a établi un choc frontal à 310 km/h, parce que Jean Miguer roulait à 150 et l'autre à 160 km/h. Donc la voiture a explosé en 1000 morceaux. Il y avait 700 litres d'hydrogène, je crois, dans la voiture, le plein d'essence. Et miraculeusement, donc la dame qui était derrière a survécu, son frère qui était à côté aussi. Et lui, il est resté prisonnier des tôles dans la voiture, mais il y a un extraterrestre qui s'est matérialisé à côté de lui, qui a sorti de sa poche une sorte de pièce métallique lumineuse qu'il a mis derrière sa nuque. Et en télépathie, il disait qu'il allait le régénérer. Et après, l'être s'est dématérialisé. Et alors, ce qui est curieux, c'est quand les pompiers sont arrivés pour le désincarcérer, ils sentaient rien, quoi. Ils disaient même aux pompiers, voilà, il faut découper là les tôles. Et c'est après qu'il a eu son contact à la clinique, où là, ils ont expliqué qu'il faisait partie d'une confédération intergalactique et qu'ils devaient prendre contact avec lui, mais qu'ils n'avaient pas prévu que cet accident allait arriver. Et d'après l'ordinateur de leur vaisseau à eux, qui dépasse notre imagination, parce qu'ils disent qu'ils sont en avance sur nous de 20 millions d'années, pour cette race-là, et que donc ils avaient vu que de toute façon cet accident allait se produire. Donc ils ont modifié l'accident d'une certaine manière, parce que sinon il devait y avoir aucun survivant. Et là ils ont expliqué qu'ils allaient intervenir, que lui il servait un peu de porte-parole pour l'humanité, et qu'ils avaient prévu de prendre contact avec les terriens en 1996, ou que s'il y avait des éléments positifs, et ils reporteraient cette date. Et dans ce cas-là, il prendrait un contact officiel avec tous les terriens. C'est pour ça que moi, je fais cette allusion avec 2019, parce que c'est très probablement ça qui va se produire.
Alors il faut savoir que le rapport de gendarmerie de l'accident était le numéro 999, parce que dans son livre, à un moment donné, la femme de Strop, qui fait l'extraterrestre qui l'a sauvé, a un triangle sur son uniforme avec un 999 qui symbolise les forces créatrices positives, à l'inverse du 666. Voilà. Parce que la Terre, elle a un numéro qui s'appelle le numéro 66, elle fait partie du système 51. Donc vous voyez, on retrouve le 666, le 516, voilà. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Patrice Tarrant, nous parlons des ovnis. Alors, vous parliez de matérialisation et de dématérialisation. Alors, visiblement, ces extraterrestres seraient en 4e ou 5e dimension, ou 6e dimension. On parle beaucoup des dimensions. D'ailleurs, avec Serge Nazar, on en avait parlé dans l'émission. Ce sont des personnes qui viennent sur notre 3e dimension, en fait, et qui repartent sur la dimension qui leur correspond. Bon, par exemple, les extraterrestres de Roswell, je pense que c'était parce qu'il y a des extraterrestres de la 3e dimension. Bon, en général, ce sont ceux-là qu'on peut voir. Comme disait Serge Nazar, les vaisseaux de la Confédération Galactique, ce n'est pas leur rôle de se montrer. Alors, ils envoient des vaisseaux alliés, mais qui sont en 3e dimension pour les gens qui ont besoin de voir pour croire. Alors, bon, après, c'est vrai qu'il y a plusieurs races et il y a plusieurs niveaux d'évolution. Et il y a des races qui sont en 3 dimensions. Après, tu peux passer en 4e, 5e. Bon, ça, c'est... Ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est qu'il y a des vaisseaux taux-les-boulons, donc physiques, très de métal. Après, il y a les vaisseaux de lumière et les vaisseaux intemporels. Alors, suivant le taux vibratoire avec lequel vous faites partie, vous êtes relié à telle ou telle flotte, on va dire. Voilà. Mais des vaisseaux taux-les-boulons qui se trouvent, je ne sais pas à combien d'années-lumière de la Terre, ils peuvent pas venir nous voir. C'est pas possible. Ah, mais ils sont déjà là. Je veux dire, les extraterrestres, il faut pas croire qu'ils soient loin. Non, mais il y a extraterrestres et extraterrestres. Il y a des extraterrestres de 5e dimension, il y a des extraterrestres de 3e dimension. Ceux qui sont tôt les boulons et qui sont comme nous avec des charrettes, en quelque sorte, comment peuvent-ils venir ici? Donc finalement, c'est pas des extraterrestres de 3e dimension qui viennent ici. Ben, ils peuvent peut-être avoir une technologie qui leur permet de... Vous savez, il y a les histoires de trous de verre. Oui, aussi, oui. Passage... Après, là, je n'ai pas vraiment l'information, mais en général, bon, ils ont souvent des technologies plus avancées. S'ils arrivent à venir jusqu'ici, c'est que... Mais bon, on nous dit pas tout. Après, il y a l'histoire de Roswell. Je ne sais pas si vous avez lu l'intéressant document de l'infirmière qui a communiqué avec Earl. Eh bien, en fait, quand il y a eu l'accident de Roswell, il y a eu une survivante de la soucoupe, qu'on appelle Earl, et elle a communiqué avec cette infirmière. Et en fait, cette extraterrestre, elle voulait que communiquer avec cette infirmière et personne d'autre. Alors, il faut savoir que cette infirmière a divulgué cette information au moment elle était âgée, au moment de la retraite, parce qu'à l'époque, si elle révélait ça, c'était la cour martiale, elle était exécutée, quoi. C'était top secret, quoi. Et d'ailleurs, ils se sont suicidés avec une mort douce, ils ont dit dans le testament. Alors, c'est important que vous ayez, si possible, ce livre, vous faites des recherches sur l'infirmière de Roswell. Alors, l'extraterrestre lui aurait dit qu'en fait, ici, la Terre, on serait dans une prison, en fait, c'est une sorte de prison, la Terre. Il disait qu'en fait, il contrôlait les 3/4 de l'univers. Il était en avance sur nous de trillions d'années d'avance. Donc, vous imaginez un peu. Et que en fait, c'est eux qui nous avaient créés, enfin, tout ça. Bon, j'ai plutôt en tête les informations de ce livre, mais il y a beaucoup d'informations très, très importantes qui sont dans ce document, quoi. En fait, ils avaient c'était pas des corps physiques, c'était pour qu'ils puissent se matérialiser, ils fabriquaient comme un corps de poupée, enfin, j'aurais du mal à l'expliquer. Mais apparemment, ils auraient eu un accident avec la foudre, avec leur vaisseau. C'est pour ça qu'ils se seraient écrasés, qu'ils auraient été récupérés par l'armée. Mais en fait, l'histoire de Roswell, c'est réel, quoi. C'est vrai qu'on a du mal à voir la vérité. Il y a tellement de désinformation. Il y a des gens qui apportent des informations et puis les informations se contredisent. C'est très difficile de savoir où on en est. Oui, c'est fait exprès. Alors il y a justement,
il y a des informations, des désinformations, et justement c'est pour créer un brouillard pour qu'on ne sache plus où on en est. Alors le meilleur moyen, c'est de quand vous avez une information sur Internet, il faut savoir ce que ça vous fait à l'intérieur de vous, et si ça vous paraît juste, voilà, c'est ça l'essentiel. Mais c'est vrai que, comme il disait Marc Gray, on mélange du faux avec du vrai, comme ça après les gens n'y croient plus, vous voyez. Oui, absolument. C'est évident. Donc effectivement, oui, il y a des fausses informations qui sont mélangées avec les vraies. C'est ce qu'on a fait avec la vie après la vie, hein. Mais bon, aujourd'hui, on sait qu'on a compris que la vie continuait, hein. Mais pendant des décennies, quand même, on n'avait pas suffisamment d'éléments. Bien quoique, quand on reprend le livre de Raymond Moody, moi, quand j'ai eu le livre de Raymond Moody tout de suite entre les mains, j'ai tout de suite compris. Hein. Il m'a fallu 10 secondes. Hein. C'était tellement évident, mais néanmoins, dans les médias, on jouait au jeu de j'y crois pas, et c'est vrai que la population dans son ensemble était complètement perdue, quoi. De toute façon, la vie après la vie, tant qu'on l'a pas vécu. Ah oui, mais enfin bon, aujourd'hui on a des preuves. Hein. Aujourd'hui, on a des éléments. C'est plus que des éléments, ce sont des preuves. Bon, celui qui ne veut pas croire, enfin, qui ne veut pas se rendre compte que ça existe, parce que la croyance n'a rien à voir là-dedans, c'est que franchement, ça ne l'intéresse pas. Comme il explique Jean-Jacques Charbonnier. Lui, il a fait un livre avec les 7 raisons de croire en la vie après la mort. Parce que lui, c'est un réanimateur anesthésiste. Oui, on a fait au moins une dizaine d'émissions avec lui déjà. Bon, alors lui c'est quelqu'un qui tient la route, hein, parce que les gens qui décèdent, il en voit tous les jours. Hein. Alors il a dit, il faut être complètement bouché pour vraiment... Voilà, c'est ce que je vous dis. Il y a quelque temps, on pouvait noyer le poisson. Aujourd'hui, on se rend bien compte que finalement, c'est bel et bien réel. La physique quantique aussi nous a apporté des réponses. Des gens comme Jacqueline Bousquet, justement, Franck Hatem, nous donne des réponses au niveau de la physique quantique. Et puis il y a des témoignages formidables, hein, extraordinaires. Donc Nicole Dron, je la cite souvent, il y en a d'autres. Hein. Et il y a des millions de personnes, il y a des millions de personnes qui ont vécu cette expérience et qui sont revenues avec des preuves. Ça, de ce côté-là, pas de problème. Par contre, pour les ovnis, les extraterrestres, ça reste toujours un peu flou. Oui, mais c'est normal parce que il faut savoir que ces êtres ont une telle puissance, de rayonnement et de conscience que il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils représentent la conscience. Pour dire l'esprit, quoi, voilà. Et quand ils descendent vers nous, il y a la puissance qui soulève. La puissance, c'est ce que vous avez en dessous de vous. Ce sont des énergies qui sont liées à vos vies antérieures. Et donc, quand la conscience descend, la puissance se soulève. Et si on n'a pas les systèmes de contrôle, si on n'est pas suffisamment préparé, on peut péter un câble et partir à l'asile ou devenir fou, quoi. C'est pour ça qu'ils contactent les gens, mais vraiment... il faut vraiment que les gens soient prêts ou que, comme il disait Serge Hazard, ce soit dans leur contrat avant l'incarnation. Parce que si c'est pas déjà décidé à l'avance, il y a ça aussi, c'est que c'est très délicat. Hein, Ils peuvent venir, moi je les attends, pas de problème. Je suis prêt, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ouais, mais de toute façon, ça va se faire. C'est prévu. C'est pour ça que, depuis 2012, ils sont en train d'éthériser la Terre. C'est-à-dire, ils sont en train de monter le taux vibratoire petit à petit. Il est monté depuis un moment déjà, le taux vibratoire. Donc, en fait, vous savez, la Pentecôte, on dit Pentacosta. Il faut faire la moitié du chemin, toujours. Faites la moitié du chemin et nous ferons l'autre moitié. Voilà. Donc, c'est une question de vibration, en fait. Comme disait Angie Vaudan, qui nous contactait aussi, elle a expliqué tout ça dans ses livres, tout ça. Ce qu'elle explique, c'est très intéressant. On parlait de la résonance de Schumann, justement. Oui, voilà, qui vont remonter à 13 et quelques. C'est ça. Et paraît-il qu'on serait à 14, paraît-il. Oui, voilà. Oui. Alors, normalement, en 2019, on aurait arrivé à la fréquence voulue. Voilà. Alors, moi, je fais partie d'une équipe aussi, qu'on appelle Personnel au sol, qui ont créé un club qui s'appelle le Club Qualitative Life, et où, justement, on peut parler librement de tous ces sujets-là. Ils se réunissent tous les 15 jours, où on peut parler des contacts extraterrestres, de la vie après la mort, du travail sur soi, vous voyez, toutes ces choses vraiment essentielles, de la Confédération Galactique, des contactés, des ovnis, des crop circles, etc. Si des gens s'intéressent, ils peuvent toujours nous rejoindre. Alors on pourrait parler justement, faire une parenthèse, parler des crop circles en quelques minutes. Finalement, les crop circles, l'origine, elle est extraterrestre. La plupart, oui, sont créés par une technologie extraterrestre. Alors, les crop circles, ce sont des pentacles de transfert interdimensionnels pour faire passer des énergies de la Terre, des figures de puissance, vers d'autres dimensions. Parce qu'en fait, nous, on a des points d'acupuncture sur le corps physique, mais la Terre, elle en a aussi. Et souvent, quand il y a un crop circle à un endroit précis, c'est pour, justement, c'est là où il y a un problème, il y a un déséquilibre, parce que les terriens font beaucoup de désordre sur la Terre,
Et les crop circles, ce sont des systèmes de transfert pour équilibrer les énergies. Bon, moi, je suis allé dans 40 crop circles environ, en Angleterre, en Italie. Et d'ailleurs, en Italie, il y en a toujours un au mois de juin, en général, près de Turin. Et quand on les voit de près, là, c'est là qu'on voit que c'est pas fait par des humains. C'est pas possible. Bah oui, on l'a bien compris. La façon dont sont pliés les blés, c'est vraiment impressionnant. Hein. Il faut aller sur place. Et voilà, justement, ceux qui demandent des preuves, ben là, ils ont une preuve où on peut toucher, voir et toucher. Par exemple, le crop circle, c'est une preuve physique. On a l'impression que c'est un transfert, c'est une impression qui s'est fait justement dans les champs comme ça. Parce que c'est régulier, c'est vraiment, c'est parfait. Ah, oui. C'est une précision inimaginable. Alors après, bon, je dis pas qu'il y en a qui s'amusent à faire... Ah bon, oui, mais ça... Il y a un groupe en Angleterre qu'on appelle les crop circle makers. Bon, ils en font aussi. Bon, après, il faut discerner. Hein. Ça doit se voir quand même. Oui. Mais alors, il y a des crop circles, par exemple, qui ont été faits en un quart de seconde. Vous imaginez un peu? Oui, c'est pas possible. Un ami de Patrice Martic, donc un spécialiste des crop circles, qui l'a vu de ses yeux. Donc, c'était à 4h du matin, il y a eu un flash de lumière, et le crop circle, c'était le homme indien. Donc, un quart de seconde. Alors, comment ils auraient fait les types? Non, c'est pas possible. Mais non, ça... Après, moi, j'ai une autre amie qui s'appelle Ouna, qui était dans un crop circle en Angleterre. Elle a survolé le champ avec un ULM. Il n'y avait rien dans ce champ. Donc, pas de tracteur, personne. Et 5 minutes après, il y avait un crop circle d'une complexité inimaginable. Alors, comment ils auraient fait les types? Donc, là, deuxième témoignage. Il n'y a pas que celui-là, hein. Il y a un autre témoignage d'un pilote d'avion de tourisme qui a survolé Stonehenge en Angleterre. Donc, il faut savoir que Stonehenge, moi, j'y suis allé, c'est surveillé jour et nuit. Et vous n'avez même pas le droit de toucher les pierres. Hein. Et donc, le petit avion survole Stonehenge, donc il n'y avait rien dans le champ, d'à côté. Et 30 minutes après, il y avait un crop circle. Alors, comment ils auraient fait? Les types, on les aurait vus, vous voyez. Donc là, c'est déjà plusieurs témoignages de preuves absolues. Pourquoi c'est fait par une technologie de la Confédération, probablement, ou d'autres races extraterrestres. Alors, depuis votre première expérience, vous avez revécu d'autres choses, d'autres phénomènes? En fait, il me contacte régulièrement, mais c'est plutôt un contact énergétique, mais il me contacte, mais je ne sais pas pourquoi. Alors là, par exemple, c'est vous qui m'appelez, et ça fait partie du plan, vous voyez. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je dois dire certaines choses. Ou alors, il faut rencontrer des personnes qui sont contactées, ou... Vous voyez, je suis un peu comme piloté. Et je pense que c'est une programmation. Mais par contre, pour l'instant, ils m'ont toujours rien dit. Hein, si j'ai pu avoir des informations par d'autres contactés. Qu'est-ce que vous appelez contact énergétique? Alors voilà, il y a un ami qui est contacté, donc qui m'a expliqué que en fait les contacts que j'avais, c'était lié à mon père de lumière. Donc il explique qu'il y a une partie de nous qui sait tout. D'ailleurs, ceux qui font des N2 en parlent. Hein. Oui, c'est notre âme, finalement, à un certain niveau. À un moment donné, quand vous sortez de votre corps, vous savez tout. Oui, c'est ça, oui. Bon, alors voilà, ça serait la partie de moi qui sait tout, qui me contacte. D'accord. Qu'on appelle le père de lumière, et qui peut se trouver à bord d'un vaisseau, par exemple. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'explication directement. Alors, ça serait donc des vaisseaux qui sont de l'ordre de l'unité interne. Voilà, ce sont des vaisseaux qui sont des hautes hiérarchies sumériennes. Voilà, d'après ce que j'ai pu savoir. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère, la dernière partie de l'émission. Nous sommes toujours en compagnie de Patrice Tarrant, nous parlons des ovnis. Est-ce que vous avez des projets de recherche, des projets par exemple des conférences ou je ne sais pas? Les conférences, moi je suis pas trop pour, parce que souvent après on a beaucoup de problèmes. Vous savez que les contactés ont souvent eu beaucoup de problèmes, la dépression, des attaques diverses, etc. Je pense qu'il faut pas trop se montrer non plus. Bon, c'est vrai que c'est plus comme avant. Avant, c'était très dangereux. Oui, quand même. 84 jusqu'à 2000. Après, les gens commencent un peu plus à parler. Hein. Oui, puis le net a diffusé une multitude d'informations. Aujourd'hui, tout le monde est au courant, plus ou moins, à part ceux qui ne veulent pas s'y intéresser. Voilà, c'est ça. Là, ça devient de plus en plus évident. Hein. Alors après, il y a eu aussi Obama on l'a entendu dans une vidéo où quelqu'un lui parle des extraterrestres. Alors il dit en rigolant, on nous demande de rien dire, voilà. Oui, d'accord. Le ministre russe, voilà. Voilà, on entend une journaliste, ils ont laissé tourner le magnéto sans qu'ils s'en rendent compte. Et alors la chose qu'il dit, c'est que les deux dossiers les plus importants quand il y a un changement de président, c'est la mallette nucléaire et le dossier extraterrestre. Et lui-même, il a dit, si les gens savaient le nombre d'extraterrestres qu'il y a sur Terre,
ils seraient très choqués, quoi. On en avait parlé avec Mark Auburn, on avait fait une émission sur les extraterrestres qui nous disait, pour lui c'était d'une banalité sans borne. En fait, il nous disait, ils ont toujours été là, et ils sont là parmi nous. Bon. Non, ils ont toujours été là, mais alors les gens se posent une question, mais alors pourquoi ils se montrent pas? Oui. Et qu'est-ce qui fait que... Alors, d'après ce que j'ai appris, c'est que la Terre, depuis 200 000 ans, a été en rébellion, parce que les princes planétaires de l'époque, il faut aussi lire la cosmogonie d'Urantia, c'est bien expliqué. Il y aurait eu cette rébellion de Lucifer, qu'on appelle la rébellion de Lucifer, qui était le prince planétaire de l'époque. Et du coup, alors la planète a été déconnectée des systèmes de télédiffusion universelle et on est devenu une planète prison. Ah oui, j'ai bien l'impression qu'on est en prison, oui, ça c'est sûr. Voilà, ce que j'explique, comme m'avait précisé aussi Madame Cole, qui était une contactée de Nîmes, il y a eu des rencontres avec des extraterrestres de 3,50 m et il y avait un instituteur... 3,50 m 2,50 m. 2,50 m. Oui. Et il y avait un instituteur qui était avec eux, qui vivait avec eux depuis plusieurs années. Et en fait, ces extraterrestres avaient dit qu'ici, c'est la planète des punis. C'est une sorte de camp de redressement, entre guillemets. Bon, c'est une planète école aussi. En même Oui, temps, c'est une école, oui. Ça fait les deux, quoi. C'est une planète qui a été mise en quarantaine par la Confédération parce que c'est ici qu'on met les âmes très très rebelles. Voilà. D'après Horton, donc c'est une communication d'un contacté norvégien, je crois, oui. Knud Wikind, il s'appelait, et Horton disait que la Terre sert d'incarnation pour les âmes particulièrement rebelles et indociles. Et que souvent, il faut que les épreuves soient à leur maximum pour qu'ils puissent se réveiller et comprendre. Cette planète, c'est le problème, c'est ça, quoi. Oui, mais ça dépend rebelle dans quel sens? Dans le sens qu'on ne veut pas se remettre en question, on est trop attaché aux choses matérielles. Oui, se remettre en question, oui, d'accord. Oui, ça. Faut se remettre en question. Voilà, ce que disait Serge Nazar. Il disait qu'en fait, d'après ce que lui ont dit la Confédération Galactique, c'est que chaque planète a une vibration spécifique, et la Terre, sa vibration, c'est la paix. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'âmes violentes qui viennent ici, justement, pour apprendre la paix. Alors, on parlait aussi de guerrier de lumière. Qu'est-ce qu'on entend par guerrier de lumière? Un guerrier de lumière, on pourrait dire un guerrier, c'est un peu une guerre entre guillemets entre la lumière et les ténèbres, mais il faut savoir qu'on a tous aussi un côté obscur, comme dans le film Star Wars. Vous savez, quand Jedi, je crois qu'il dit à Skywalker, quand tu descendras voir ton côté obscur, tu auras peur, quoi. Mais un guerrier de lumière, c'est celui qui arrive malgré tout à se dominer, à se maîtriser pour arriver au bien, quoi, arriver vers la lumière. Voilà, essayer de convertir sa partie obscure. Ouais. Vers la lumière et la conscience supérieure. Oui, c'est un peu ce que certains font ici sur Terre, dans la société, par rapport à ce qui ne va pas avec le gouvernement, etc., etc. Oui, voilà. Ce sont des gens qui sont actifs. Souvent les contactés, on pourrait dire que ce sont des guerriers de lumière, parce que ils ont été attaqués de tous côtés, parce que quand vous êtes contacté, vous êtes ridiculisé, personne ne vous comprend, vous êtes fou. Vous pouvez pas parler à tout le monde de ces choses. Ah non, bien entendu. Donc un guerrier, c'est quelqu'un c'est une certaine forme de guerre intérieure. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui se posent des questions justement sur les ovnis, sur les extraterrestres? Est-ce que vous auriez un message à leur adresser? Déjà, dans le mot ovni, si vous prenez les lettres une par une, c'est « on veut nous initier ». Vous voyez? Donc le message, c'est qu'il y a des familles galactiques qui veillent sur vous, et que on est tous descendants de races extraterrestres, donc il faut savoir à qui on est relié. Et le message, c'est que on est dans un temps de départage, de révélation, où justement de plus en plus les vibrations elles s'élèvent de plus en plus, et il faut essayer de s'accorder à ces vibrations pour être au-dessus de la vague et non en dessous, parce que sinon on risque d'avoir des gros problèmes d'adaptation aux nouvelles fréquences qui sont en train d'arriver. Et ce que je leur conseillerais, c'est de rejoindre d'autres personnes qui sont comme eux, qui sentent qu'ils ont une ouverture de conscience. Bon, moi, je vous ai parlé de ce club Qualitative Life, mais il y en a d'autres. Il faut sentir à quel type de famille vibratoire vous appartenez. Parce que les Mayas avaient dit, à la fin des temps, chacun doit rentrer chez soi, retrouver sa famille vibratoire. Et nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans le dernier tournant de la révélation. Mais en même temps, ça peut être une révélation en vous-même aussi, sur qui vous êtes vraiment. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il faut rester dans l'ouverture en tout cas. Oui, l'ouverture surtout de la vérité, la beauté, la bonté. Voilà, c'est ça. L'inverse de la puissance, du mal et de la mort. Tout à fait. Et si possible, si vous pouvez être végétarien, ça serait bien. Oui, moi je le suis. Hein. Donc, pas de problème. Il y a 1700 animaux qui sont abattus à chaque fois, 100 000 par minute. Si vous voyez les horreurs qui se passent dans les abattoirs, moi je vous garantis que vous devenez végétarien sur le champ. Bon, il y a ça aussi. Bon, essayez la cigarette si vous pouvez. L'alcool, les drogues. Oui, aussi. Voilà. Puis essayez de vous relier à des égrégores positifs, quoi, tout en étant conscient de ce qui se passe sur la planète, mais
Voilà. Bien entendu. Alors, avant de nous séparer, vous allez nous parler de votre blog. Vous avez un blog, vous allez nous donner l'adresse. Oh ben moi, en fait, j'ai fait ça comme ça, mais je n'ai fait aucune publicité. Mais si les gens veulent justement découvrir ce qu'il y a sur votre blog... Ah ben il y a des milliers d'informations là-dessus. Le blog qui s'appelle Contact interdimensionnel, exobiologie transdimensionnelle, confédération intergalactique, mais il tape seulement contact mondial extraterrestre, il tombe dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce blog? Des tas d'informations sur les gens qui sont contactés, sur les crop circles, sur la vie après la mort. Vraiment, c'est plein de vidéos sur tout ça, quoi, pour éveiller la conscience, pour y voir un peu plus clair pour ce qui se passe. Non, oui, parce que les gens sont en recherche sur le net, en recherche d'informations, donc ils iront sur votre blog et ils trouveront la plupart des informations dont on a parlé dans cette émission de toute façon. Oui, voilà, oui. Justement, je suis sur le message de Jean Miguel. Alors voilà ce qui était écrit dans son livre, en 1987. Donc là, je l'ai, il est dédicacé, il n'y a pas de problème, j'ai la preuve. Donc il dit bien, les années qui s'annoncent verront avec la douloureuse, entre guillemets, disparition du souverain pontife, donc qui était Benoît XVI, qui n'échappera pas à sa destinée, l'avènement de l'élection d'un pape noir qui sera le dernier pape de l'Église catholique. Alors sonnera l'heure du dernier combat des titans, celui de la force de lumière, celle du bien, de laquelle est issue la confédération interstellaire, contre la force des ténèbres, celle du mal, au service de laquelle les Oxors se proclament. Après les fléaux qui se seront abattus sur la terre, les signes annoncés dans les Écritures apparaîtront dans le ciel, le combat contre la bête sera violent et visible de tous. La victoire finale du bien sur le mal marquera alors la venue prochaine du grand roi des frayeurs. Ce sera alors pour tout le monde la grande surprise, la révélation des révélations, celle dont chacun était bien loin de se douter. Donc il fait une allusion avec Nostradamus, le grand roi des frayeurs. Et voilà, donc je vous ai parlé de ce juillet 2019, on verra bien. Alors attendons. Le 28 juillet peut-être. D'accord. Alors je vous conseille de voir la vidéo de Jean-Michel Raoux qui parle de ce que je viens de vous dire. Très intéressant sur l'Agartha. D'accord. Et il aurait plein à dire, plein de choses à dire. Ne vous inquiétez pas, vous reviendrez une autre fois. Patrice Taran, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Bon courage pour la suite et bonne observation en tout cas. Oui, surtout, il n'y a pas des observations extérieures. Parce que moi je vais souvent au col de Vence, bon, il y a des ovnis tout ça là-bas, mais il y a aussi ce qui compte le plus, c'est l'observation intérieure aussi. Le branchement intérieur supérieur, vous voyez, qui est le plus essentiel. Revenir aux valeurs essentielles, c'est ça, retrouver le sens du sacré. Et rappelez bien, OVNI, on veut nous initier à la vérité. Merci. Au revoir. Fréquence Évasion.